Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être nombreux pour cette table ronde intitulée Filles de l'Ouest, femmes à l'Ouest, tout un programme, et qui reprend d'ailleurs le titre de ce très beau recueil, Filles de l'Est, femmes à l'Ouest, qui est publié par les éditions Intervalle, que vous retrouverez à la librairie. C'est un recueil sous la direction d'Elisabeth Lane. Pour parler de cette thématique, eh bien, j'ai trois importantes autrices à mes côtés. Je vais vous les présenter. Il y a Sonia Ristic. Sonia, vous êtes née à Belgrade en 1972. Vous avez grandi entre l'ex-Yougoslavie et l'Afrique subsaharienne et vous vivez à Paris depuis 1991. Autrice d'une vingtaine de pièces de théâtre et de 6 romans. Triptyque en ré mineur qui vient de sortir en août 2022, votre 4e roman paru chez Intervalle. Et puis bien sûr, mentionner le prix hors concours que vous avez eu en 2018 pour Des fleurs dans le vent. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. À ma gauche, Irina Teodorescu. Vous êtes née à Bucarest en 1979 et puis vous avez vécu pendant 22 ans entre Paris, Rennes et Besançon, entre écriture et dessin. Et aujourd'hui, vous vivez à mi-temps dans la dernière forêt primaire d'Europe. Vous avez écrit 3 romans aux éditions Gaïa, avec le prix Dubreuil qui vous est remis pour votre premier roman, La malédiction du bandit moustachu, que j'ai ici, que je montrerai, en 2014. Les étrangères, il faut peut-être citer aussi ce roman qui est paru en 2015, où vous parlez des femmes européennes. Et puis, bien sûr, le livre que l'on va évoquer, c'est Ni poète ni animal, qui est paru chez Flammarion en 2019, votre 4e roman. Merci d'être présente également. Enfin, à ma droite... j'ai Oksana Lutsegena. Vous êtes née à Uzhhorod en 1974, près de la frontière occidentale de l'Ukraine. Vous êtes écrivaine, traductrice, chargée de cours à l'Université du Texas à Austin, aux États-Unis, et poétesse. En 2019, vous avez publié Persephone Blues. D'ailleurs, on en lira quelques extraits chez Arrowsmith Press. Et l'an prochain, eh bien, vous publierez en anglais chez Deep Vellum Publishing Ivan et Phoebe, qui reste encore à être publié en français. Alors, ma première question, elle va directement être posée par la 4e de couverture de Filles de l'Est, femmes à l'Ouest, que je vais vous lire, que je trouve très belle. Et c'est une citation de vous, Sonia Ristic. Tandis que l'Europe commémorait les 30 ans de la chute du mur avec des amis originaires d'ex-pays de l'Est, nous avons eu l'idée de créer ensemble une série de textes courts proposant un panorama de nos jeunesses de l'autre côté du mur. L'imaginaire occidental sur ce qu'a été ce monde disparu est très empreint de ce qu'ont donné à entendre les dissidents des années 50, 60, 70. L'absence de liberté, l'empêchement. Sans nier les pans sombres de cette histoire, il y a aussi peut-être une autre histoire à mettre en lumière, celle d'enfance souvent heureuse, celle de l'égalité salariale et devant l'emploi, celle de l'accès à l'avortement plusieurs décennies avant beaucoup de pays de l'Ouest, celle des mythologies communistes construites sur des figures de femmes combattantes qui ont inspiré nos parcours et nos engagements dans les pays où nous avons choisi de vivre. Eh bien, mesdames, j'aimerais poser cette première question. Quelle mythologie vous voulez déconstruire ? Merci beaucoup. Quelle mythologie vous voulez déconstruire dans ces différents romans, dans ces différents recueils de poésie, avec une idée plutôt d'écriture contre les clichés, contre les stéréotypes. Quelle est l'autre histoire que vous voulez mettre en lumière ? Et donc, ma première question se dirige bien sûr vers Sonia. Bonjour. Alors, je vais un tout petit peu contourner. Je ne cherche pas forcément en écrivant, en tant que romancière, à déconstruire des mythologies. J'écris des histoires, je raconte des parcours de personnages. Et vraiment, dans mon travail, jamais je me dis je vais travailler sur ce thème-là, où il n'y a pas de vérité, il n'y a pas il n'y a pas de message, je suis vraiment très artisanalement ce que les anglophones appellent dans le plot and character, dans l'intrigue et les personnages. Donc voilà, il y a un personnage qui apparaît, une voix, et c'est un peu ce personnage et son parcours que je vais suivre. Après, les lecteurs, les lectrices retrouvent
peut-être dans mes textes des leitmotifs, des choses récurrentes et se rendre compte que on revient toujours aux mêmes choses, aux histoires d'exil, aux histoires de mémoire, aux familles choisies, au rejet, on va dire, des valeurs dites traditionnelles et plutôt à une quête de liberté. Mais ce n'est jamais mon projet d'écriture. Donc quand vous écrivez, on peut dire que vous n'avez pas forcément de projet d'écriture en tant que tel. Projet d'écriture thématiquement, non. Le projet d'écriture existe parce que je pense beaucoup à la structure. Par exemple, souvent, mes livres naissent d'une idée de structure, d'une construction. Je pense aux personnages, je pense à un univers, un moment, un contexte historique, politique, géographique dans lequel cette histoire va s'inscrire. Mais je ne pense pas, je vais écrire sur la guerre ou je vais écrire sur l'exil pour dire que la guerre, c'est pas bien et que l'exil, c'est difficile et que l'eau, ça mouille. Mais enfin, donc non, c'est jamais des thématiques. C'est toujours vraiment très concret, des personnages qui vont évoluer, qui vont vivre. Très bien. Est-ce que c'est la même chose pour vous dans votre façon d'écrire? Est-ce qu'il y a une structure, mais il n'y a pas de projet vis-à-vis, par exemple, d'une déconstruction de stéréotypes de ces filles de l'Est? Non, je dirais pas. C'est pas exactement la même chose. Alors, par rapport à mythologie, juste pour revenir à la question, c'est quand même, je pense, une quatrième du couvre qui est très liée à ce livre. Et effectivement, il y avait ça dans le projet du départ, si je me souviens bien. Il y avait cette idée de donner aussi une image de l'Europe de l'Est qu'on a un peu sous forme de cliché, peut-être parfois en Europe de l'Ouest. Et surtout, puisqu'on s'est retrouvés entre femmes à l'Ouest écrivaines et ayant vécu une partie de notre enfance à l'Est, c'était important pour nous je pense à ce moment-là. Enfin, moi, en tout cas, j'avais aussi déjà écrit le livre Ni poète ni animal, qui parle aussi de mon enfance en Europe de l'Est. Et c'était important pour nous d'arrêter d'entendre qu'on a vécu une enfance malheureuse. Et toute l'exotisation aussi de la fille de l'Est, enfin, cette chose qui est le regard de la littérature, disons, occidentale, qui porte un regard exotisant sur l'autre, qu'il soit de l'Est ou proche-oriental ou africain, etc. Oui, c'est voilà. Et donc ça, c'était déconstruire des mythologies qui sont peut-être parfois un peu plus proches des clichés que de mythologie proprement parlée. Et sinon, par rapport à mes autres textes, moi, je pars aussi, en fait, à vrai dire, quand je commence un livre, jusqu'ici, en tout cas, je ne me suis même pas rendu compte que je commençais un livre. Mais il y avait quelque chose qui commençait et puis au bout d'un certain nombre de pages, là je me pose la question, bon, est-ce que je suis en train d'écrire un livre ou je vais bientôt m'arrêter? et souvent, je ne sais pas, il y a cet engouement un peu de l'écriture qui se passe et du coup je décide de ne pas m'arrêter et c'est là que la question se pose de quel livre suis-je en train d'écrire? Et là, en réalité, je cherche un peu un thème. Je me dis, mais en fait, le thème est déjà dedans, puisque c'est venu comme ça. Donc, j'essaie de le écumer un peu, on va dire, de le cueillir dans le texte déjà existant, qui est souvent assez maigre au moment où ça vient. Et voilà, et après je continue, en fait, c'est comme ça que je travaille, je continue le texte et tout en développant cette idée de quel est le thème. C'est-à-dire que
là, par exemple, je suis en train de... C'est exactement... C'est pour ça que je peux en parler, parce que c'est exactement ce qui est en train de m'arriver. J'ai commencé il y a 1 mois et demi à écrire quelque chose qui est venu comme ça, parce que, en fait, j'avais 2 heures de libre et je ne savais pas trop quoi faire. Je me dis, bon, tiens, allez, je commence à écrire un truc. Il y avait un type que j'avais croisé qui me trottait un peu dans la tête cette idée, et une maison. Et en fait, c'est parti comme ça et je me dis, mais qu'est-ce que je veux dire? Et là, à ce moment, l'histoire continue parce que bon, il y a déjà des personnages, donc enfin, voilà, c'est comme un marionnettiste qui fait un peu bouger ses personnages et voir ce que ça donne. Et à la fois, je suis en train de me dire, mais qu'est-ce que je veux dire? Où je veux amener cette histoire, quoi. Mais pas dans le sens de plot, comme pour reprendre le terme de Sonia, mais dans le sens de vraiment du thème, quoi. Donc on a presque une thématique à rebours pour vous, c'est-à-dire qu'il y a un premier jet d'écriture et ensuite quelque chose qui va être une activité de rationalisation de où est-ce que je me situe et comment est-ce qu'on peut essayer de donner un ton précis peut-être à l'œuvre. Quelque chose comme ça, mais j'y arrive rarement. C'est vrai que après moi je construis, je sais pas, par exemple ni pas une animal, je commence un truc, je me dis ok, c'est ça le thème, c'est et en fait ou alors la malédiction de bandit moustachu, il y a toute une thématique pour moi, et quand les gens lisent, ils me disent que c'est pas du tout ça qu'ils ont lu et qu'ils ont pas du tout compris ça, et que donc bon bah voilà, c'est sur ce malentendu. Sonia et Irina, vous avez toutes les deux donc participé à ce recueil. Ce n'est pas votre cas, Oksana. C'est intéressant de savoir aussi quelle est votre façon de procéder lorsque vous écrivez, notamment de la poésie. Est-ce qu'il y a des choses qui préexistent dans la volonté de déconstruire le stéréotype de la fille de l'Est, ou alors est-ce que voilà, c'est une force qui va un peu à la René Char, ça vient et puis on ne sait pas où ça va et ensuite on va essayer de lui donner un tour un peu rationnel? Alors, c'est plutôt comme Sonia et Irina ont dit, que c'est plutôt la thématique, les images, ça où ça commence pour moi, l'écriture. Et je crois que l'Est, comme il existe dans l'imagination de l'Ouest, c'est un fantasme plutôt que la réalité, parce que l'Ukraine, par exemple, ça c'est l'Occident, si on parle de la civilisation, parce que les textes de base sont les mêmes, la Bible, la mythologie grecque, choses comme ça. Et alors, je pense que pour moi, je viens de l'Ukraine, j'habite aux États-Unis, mais je suis née à l'Union soviétique. Ce pays n'existe plus, et grâce à Dieu. Mais je pense que c'est un cadeau de la mémoire que j'ai maintenant, parce que je me souviens bien de l'Union soviétique, et ce n'est pas une mémoire abstraite, c'est quelque chose de très tangible, parce que ce sont les couleurs, les goûts, choses comme ça. C'était par exemple un pays très gris. Tout était gris, les vêtements étaient gris, l'horizon était gris, les visages étaient gris, et ça c'est quelque chose qui n'existe plus, mais j'ai cette image dans ma tête, et c'est comme regarder un film sans fin dans ma tête. Alors peut-être ça c'est une force importante quand j'écris. Extrait de Irina Teodorescu, ni poète ni animal, pour que vous puissiez aussi jauger de cette force qui va, qu'elle décrit. Dans la famille, personne n'avait eu l'idée de prévenir ma mère ou mon père, Emma ou Robert, ou les deux, qu'une révolution avait commencé. Pourtant, des gens étaient au courant. Des ouvriers et des étudiants, parmi lesquels je comptais à l'époque au moins 3 de mes frères et sœurs. Ma mère participa au rassemblement du 21 décembre sans supposer un instant que la situation allait évoluer si vite. Personne ne prévint non plus quiconque qu'un coup d'État se préparait. Pourtant, là aussi, des gens étaient au courant.
Alors, j'aimerais vous faire réagir sur cette situation. Quel souvenir de votre enfance vous aide aujourd'hui à écrire aussi pour un public occidental, pour essayer de mieux comprendre ces filles de l'Est que vous étiez? Bien sûr, j'aimerais entendre Irina en premier. Déjà pour ce passage, en fait, j'ai un peu interrogé ma mère de comment ça s'est passé exactement, cette fameuse révolution / coup d'État en 1989 en Roumanie. Moi, ce que je voulais vraiment... En fait, c'est parce que en parlant avec des gens, avec des amis, en habitant à Paris, j'ai réalisé que les gens étaient souvent surpris quand ils m'entendaient parler de mes aventures d'enfance. Parce qu'ils s'imaginaient quelque chose d'effectivement gris, un film gris sans fin comme ça. Et malgré les événements de l'histoire et aussi même des événements de ma famille qui étaient vraiment gris, voire noirs, moi j'ai des souvenirs très heureux et très colorés de mon enfance. Donc j'avais envie de donner cette d'ouvrir un peu l'imaginaire collectif à l'Ouest sur ce que ça pouvait être la vie, pas forcément en Europe de l'Est, mais en fait n'importe où il y a de la vie, quoi. Même dans la plus profonde des dictatures, bon, que je prétends pas avoir vécu, mais il doit y en avoir, il doit y avoir des choses heureuses et des enfants heureux parce que partout il y a d'autres choses. Enfin, je pense à partir du moment où on est vivant, où on a un petit peu de respect pour sa propre imagination, je pense qu'on peut avoir des moments lumineux. Et c'est ça que je voulais raconter. En fait, je voulais dire qu'il y a effectivement tout le temps dans le fond une histoire, une grosse machine de l'histoire qui se déroule, mais il y a aussi la petite vie, les petits détails, je sais pas moi, les petites feuilles qui poussent au printemps ou j'en sais rien. Et c'est pour ça que c'est ça que j'essaye de raconter dans ce livre et j'ai oublié la question en fait, pardon. Non, c'était justement un souvenir joyeux. Vous vous considériez donc comme une petite fille joyeuse à l'époque? Oui, et je pense qu'il y avait beaucoup de petites filles et de petits garçons aussi, heureusement. Est-ce que vous avez un souvenir à nous raconter, un souvenir que vous considérez être un souvenir joyeux de cette époque? Oh, bah plein en fait, et d'ailleurs il y en a dans le... je sais pas là tout de suite, première image qui me vient, c'est moi dans un pommier chez mes grands-parents en train de compter les fourmis qui montent sur le... Enfin, voilà, c'est vraiment très basique, c'est très banal, mais ça, il y en a partout. Et c'est vrai que moi, quelque part, en fait, au fond de moi, ça m'énerve un peu qu'on puisse croire que... qu'on puisse voir que la tristesse et le sombre dans toutes ces histoires. Et même... c'est pour ça aussi que dans ce livre Nipponie Animal, par exemple, il y a quand même 3 personnages principaux. Beau. Oui, mais c'est des femmes. Pâle. Et du coup, voilà, personnage principal, et qui sont des femmes. Et il y en a une qui est la fille qui a 10 ans, la mère qui a une quarantaine d'années, quelque chose comme ça, et la grand-mère qui a 63 ans ou 75, je sais plus, 65. Et j'ai voulu donner des perspectives pour pas rester bloqué sur l'enfance, parce que c'est ça quelque chose qui m'énerve. Je me dis, bon, quand on est petit, on est là, on s'imagine des trucs, on s'imagine qu'on joue, qu'on gagne, qu'on est grand, qu'on est petit, qu'on est infiniment puissant ou je sais pas quoi. Et après, on se dit, mais quand on est grand, on pense plus à ça. Et moi, j'aime pas ça. J'aime encourager que oui, effectivement, quand on est grand, on peut regarder les politiciens se disputer à la télé, mais on peut aussi avoir d'autres façons de vivre, d'autres réalités
qui sont pas moins réels que les politiciens à la télé. Et j'avais envie de parler de ça, de dire que... Et à l'inverse, par rapport au passage que vous venez de lire, en fait, il peut y avoir des choses qui se passent dont on peut ne pas être au courant. Et à partir du moment où on n'est pas au courant, ce n'est pas dans notre réalité. Et c'est ça, en fait, c'est ça, la réalité, c'est juste une construction de notre imagination, enfin, pour nous, humains. En tout cas, ça marche comme ça, je crois. Merci, très très intéressant. Je vais faire rebondir Sonia sur cette question-là. Est-ce que vous aussi, vous diriez que vous aviez eu une enfance joyeuse, ou en tout cas vous étiez une petite fille joyeuse, et est-ce que l'écriture vous aide en fait à avoir une conscience de ce qui a pu se passer à rebours et de souligner des moments comme ça d'inconscience profonde dans l'enfance ? Oui. Alors, je pense que l'enfance, je suis assez d'accord avec Irina. Nous, toutes et tous, je pense que si on fouillait un petit peu, on retrouverait grosso modo les mêmes pommiers, les mêmes fourmis, les mêmes courses à vélo, les mêmes genoux écorchés, les mêmes doigts collants de confiture, etc. Que ça, ce sont un peu des images de l'enfance qu'on retrouve. J'ai pas grandi en me disant je suis une fille de l'Est, au fait. C'est les autres qui nous définissent. Moi, c'est en venant en France qu'on m'a dit ah oui, toi qui viens d'un pays de l'Est. Alors déjà, j'étais un peu surprise parce que dans ma tête, je venais pas d'un pays. C'est pas si à l'Est. C'est un pays qui géographiquement était entre l'Italie et la Grèce. Donc je ne comprenais pas par quel miracle un pays qui est entre deux pays du sud de l'Europe se retrouvait à l'Est. J'ai pas un très bon sens de l'orientation, mais quand même. Et puis deuxièmement, si on me disait politiquement, je disais la Yougoslavie n'a jamais été signataire du pacte de Varsovie, donc politiquement non plus, c'est pas un pays de l'Est. Donc c'est quelque chose que finalement j'avais 18 ans, enfin quand on m'a appris que j'avais grandi à l'Est. Moi, je grandissais chez moi. Enfin, voilà. Après, ce qui est intéressant pour revenir à la littérature, c'est que quand on écrit, au début, peut-être oui, on tâtonne, on voit, mais à un moment donné, on va se rendre compte qu'on écrit à partir d'un point de vue. Est-ce qu'on écrit avec une narration extérieure ? Est-ce qu'on écrit avec un jeu à la première personne ? Est-ce qu'on raconte quelque chose qui est en train d'avoir lieu ? Est-ce qu'on est dans le présent ? Est-ce qu'on observe quelque chose qui a eu lieu et qui est révolu, etc. Et c'est là qu'on peut commencer à jouer avec les différents regards. Donc ça peut être intéressant par exemple, dans le dernier roman, le triptyque, ça m'a beaucoup amusé. Le premier personnage qu'on rencontre, c'est une femme dans les années 70 à Belgrade qui écrit des lettres à son amoureux, amant, ami américain. Et donc c'est ça qui me semble intéressant, c'est-à-dire pour moi, là, je devenais un peu Dieu qui pouvait être dans les années 70. Et donc, j'écrivais à partir de ce point de vue-là. On ne sait pas ce que la Yougoslavie deviendra dans les années 80 et puis malheureusement 90 et au moment où elle disparaîtra. Elle parle à partir du présent, cette Milena. Elle écrit à partir du présent. Donc pour elle, c'est la seule vérité qui existe. Donc pour moi, c'est assez jouissif de pouvoir faire abstraction de tout ce qui viendra et d'écrire qu'à partir de ce moment-là. En revanche, le troisième personnage, Anna, elle écrit, elle est aussi de la même origine, etc., pas de la même génération, mais elle écrit à partir de 2020, donc elle sait ce qui a eu lieu dans ce pays entre les années 70. Donc elle porte un regard sur les lettres de Milena qui est tout autre que celui que Milena porte. Donc c'est peut-être là que c'est intéressant, c'est que l'écriture, oui, on est dans cette position un peu de Dieu, où on peut faire des sauts dans le temps, revenir, repartir, etc., et choisir l'endroit à partir duquel on écrit, l'endroit à partir duquel on regarde. Oui, c'est le propre de cette écrivaine que vous êtes toutes, de pouvoir être omniscient et de choisir une certaine focalisation interne lorsqu'on rentre à l'intérieur d'un personnage. Je me tourne vers vous. Est-ce que vous avez, on peut dire, une enfance heureuse ? Est-ce que vous pouvez vous décrire comme une petite fille joyeuse ? Pardon, Oksana, juste, je voudrais dire que Katrina Kalda, qui est quelque part par là, que je ne vois pas, a aussi participé à ce recueil et que vous pourrez entendre tout à l'heure dans une autre table ronde, qui est d'origine estonienne. Katrina, je ne la vois pas. Bon, elle est quelque part par là.
Merci beaucoup. Donc du coup, oui, je revenais vers vous, Oksana. Est-ce que vous pouvez vous définir comme une petite fille heureuse, vivant à l'Est, en dehors de tout, voilà, de tout recul nécessaire pour voir où va aller l'histoire? Ah, mais oui, j'avais une enfance très joyeuse comme les autres, parce que peut-être tous les enfants sont joyeux toujours. Ils ont cette capacité d'être joyeux toujours. Et j'aimais alors jouer avec mes poupées et dépenser le temps avec mes grands-parents et choses comme ça. Et il y a un autre aspect ici, parce que l'idéologie soviétique nous disait que nous avons de la chance, parce que le monde occidental capitaliste, ça c'est où la vie est terrible. Et alors... on se sentait très, très joyeux en ce qui concerne cet aspect aussi. Alors, c'est drôle maintenant, c'est rigolo, mais alors... oui, je crois que aussi il y a un peu de nostalgie pour ce temps, mais pas parce que c'était un temps très, très bon, mais parce que peut-être c'était le temps très lent. Il y avait la lenteur de la vie au passé. Et il n'y avait pas d'email ou toutes les choses qu'on doit faire tout de suite. Et alors, c'était joyeux, oui. Très intéressant cette notion de lenteur, hein, qui est directement reliée au passé, à l'enfance. On se rappelle de l'ennui qui était le mal du siècle pendant Chateaubriand. On se demande ce que ce serait aujourd'hui le mal du siècle. Et donc le réveil, on va dire, est assez brutal, puisque je vous lis donc dans le recueil Perséphone Blues, une traduction que l'on doit à Anatoly Orlovsky. L'Europe de l'Est est une fosse aux morts. Titre du poème. L'Europe de l'Est est une fosse aux morts et aux prunes pourries. Je la fuis dans le corps de l'Amérique. Mais tôt ou tard, je tomberai de cette lumière pour choir dans cette autre et commencer à parler de la mort, car c'est notre sport national. Parler de la mort, triste et belle, en espérant que le monde nous entende et aura le souffle coupé par tant de beauté et de tristesse. C'est très beau et c'est très désespéré. Donc par rapport à cette joie et cette lenteur de l'enfance, on a un réveil qui est quand même assez brutal, hein, vis-à-vis de cette fille, cette femme d'Europe de l'Ouest. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Ah oui, bien sûr. J'ai écrit ces poèmes quand j'ai lisé beaucoup de poésie polonaise et hongroise, je crois, parce que je mentionne Zbigniew Herbert et Miklos Radnóti quand même dans ce poème. Et moi, c'est vrai, c'était le théâtre de la Seconde Guerre mondiale, l'Europe de l'Est, et ça ce que où se trouvaient les camps de concentration, et il y avait beaucoup de massacres et choses comme ça. Et je sais pas, c'est quelque chose. Peut-être, je pense que alors notre morts ne sont pas morts, ils vivent toujours. L'Europe de l'Est, c'est un espace où personne n'est mort. Alors, jamais. Parce que cette mémoire, cette mémoire vit dans l'imagination, dans les têtes des générations qui viennent. Merci beaucoup. Sonia, je voudrais revenir sur votre livre Triptyque en ré mineur. Donc, vous en avez parlé, hein, de ces différents personnages, et puis on voit quand même un certain espoir, hein, on va dire, avec Milena, Clara et puis la romancière, c'est des femmes indépendantes. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le féminisme est quelque chose qui permettra aux filles de l'Est de devenir des femmes, pas seulement des femmes de l'Ouest, mais des femmes qui vont avoir une vision de l'Europe qui va être une vision constructive? Sans doute, le féminisme ne peut pas faire de mal. C'est comme la crème fraîche. Quand on rajoute ça dans un plat, ça peut pas
peut pas le gâcher. Donc le féminisme, c'est pareil, ça fait partie de ces ingrédients qui ne peuvent qu'améliorer la recette. Mais alors, je pense aussi que le féminisme, même si c'était pas toujours glorieux dans les faits, mais fait quand même partie de l'héritage aussi de la révolution d'octobre, même si on a balayé en disant c'est une question de classe, au fait, la lutte, elle est uniquement une lutte de classe et de dictature du prolétariat, et puis on a mis de côté un petit peu les questions féministes. N'empêche que dans beaucoup de ces pays du pacte de Varsovie, en Yougoslavie en tout cas, je parlais avec Laurie ce matin, en Yougoslavie, l'avortement était légal en 1945 et donc il y avait aussi quelque chose qui était inscrit, en tout cas en Yougoslavie très clairement, mais je pense dans d'autres pays aussi, l'égalité salariale était inscrite dans la loi et forcément respectée. Donc on assiste dans beaucoup de pays, ex-pays communistes, on assiste à un grand retour en arrière où des acquis qui étaient des acquis du lendemain de la Seconde Guerre mondiale sont complètement remis en question et notamment touchant les questions féminines. Donc on est beaucoup plus peut-être dans une urgence de reconquête de quelque chose qui a déjà été conquis par nos grands-mères. Ma grand-mère était une jeune femme de 25 ans au lendemain ou de 22, de 23 ans au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et j'ai pas d'enfant, mais si j'avais une fille de 20 ans aujourd'hui, elle aurait moins de choses, enfin même moins de droits garantis par la loi croate, et non, ne parlons même pas de la Serbie, que ma grand-mère n'a eu au même âge. Donc je pense que cette question de... Malheureusement aussi, c'est quelque chose d'assez mondial. J'ai l'impression que les acquis féminins et puis les acquis aussi, le peu d'acquis des personnes LGBT et partout dans le monde, on est dans un repli, dans un retour, dans des sentiments nationaux très forts qui donc se réfèrent aux valeurs traditionnelles, religieuses, etc., qui remettent ça en question. Mais pour les pays de l'Est, on est vraiment dans quelque chose qui a été arraché une fois, qui a disparu et qui doit à nouveau être questionné, en fait, à nouveau être arraché, quoi. Un féminisme crème fraîche, Oksana, vous voulez réagir à... Ah oui, bien sûr, je suis d'accord avec vous. Alors, si on parle à l'Union soviétique, c'était le monde masculin totalement. Et c'est ce que je veux dire que tous les dirigeants communistes, le gouvernement, c'était les hommes. Il n'y avait pas de femmes. Et les hommes gris. Et ils portaient les chapeaux gris, c'était le même chapeau il était même de même taille. Alors beaucoup des hommes gris en gris. Et alors si vous êtes une femme, si vous étiez une femme, c'était une définition négative. Qui suis-je si je suis une femme? Je ne suis pas un homme. Et c'est ça. Et alors maintenant, je crois que oui, l'Ukraine, par exemple, n'est pas comme ça. Et alors, on avait une lobby féministe maintenant. Et alors, avec la guerre aussi, parce que ce sont les femmes réfugiées qui s'occupent de ces familles, qui doivent faire toutes les choses pour ces familles et aussi alors servir. On peut s'enrôler en armée, oui. Oui, s'enrôler dans l'armée. Dans l'armée. Alors, je crois que oui, que c'est une force importante. Merci beaucoup. Irina, dans votre livre « De la fille à la mère, à la grand-mère », laquelle vous considérez être la plus féministe ? Voilà. Vous pouvez me répondre en crème fraîche aussi, hein, ça peut aider. Ah oui, qui fait plus la cuisine, alors... non,
Ça dépend si on sort de la crème fraîche et on considère que pour être féministe, il faut avoir quand même un certain nombre d'idées en place et être activiste, ou de moins se déclarer féministe. Ni la mère ni la grand-mère ne sont des féministes déclarées, donc je pense qu'il n'y a que la fille, peut-être, qui, en étant grande à l'Ouest, peut se dire un peu féministe. Mais si la question de féminisme, enfin, je pense, si la question de féminisme est là, c'est quand même assez, c'est une grande question. Enfin, c'était très beau, Sonia, de l'avoir détournée par la crème fraîche, mais c'est une question très intéressante qui mérite quand même, je pense, enfin, à mon avis, qui mérite plus de temps qu'on a là, malheureusement, à disposition. C'est vrai, on a peu de temps, mais ce qui est intéressant, c'est de voir en fait que cette notion de féminisme, peut-être qu'avant, elle n'était pas aussi structurée qu'aujourd'hui, mais finalement, elle permettait aussi, dans l'esprit, d'avoir des droits qu'aujourd'hui on a moins. Donc c'est assez intéressant de voir comment, au fil du temps, cette notion de féminisme se structure, surtout dans un cadre européen. Oui, alors moi j'ai hâte qu'elle se déstructure et qu'on n'en parle plus, parce que j'ai hâte qu'on n'en parle plus, parce que le jour où ce n'est plus une question, ça veut dire que c'est acquis et que c'est normal et qu'on n'en parle plus, parce qu'on n'a plus rien à se dire à ce sujet et que voilà. Donc moi j'ai hâte qu'il n'y ait plus de féministes et qu'il n'y ait plus mais qu'en même temps il n'y ait plus de patriarcat, donc il n'y a plus de questions et d'opposition et de quoi que ce soit. C'est comme enfin voilà, ça existe parce qu'il y a un énorme nombre d'inégalités, etc. Mais le jour où ça n'existera plus, bon, je pense qu'on sera bien avancé. Enfin, j'ai hâte, j'espère que ça sera de mon vivant. Bon, on l'espère tous et toutes. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que notre thématique autour de l'Europe pose ce genre de questions. On a, vous avez raison, peu de temps, mais je ne me résiste pas quand même, mesdames, à vous poser la question qui est la suivante. En quoi naître à l'Est et grandir en Occident font de vous des femmes complètement à l'ouest, puisque vous n'avez bien sûr bien compris le jeu de mots, c'est-à-dire des femmes qui sont un peu entre deux feux, on dira le cœur peut-être à l'est et puis la tête à l'ouest. Donc en dehors d'une certaine doxa, en quoi est-ce que vous vous sentez un peu à l'ouest, un peu perdu entre ces deux repères? Et je vais peut-être donner la parole en premier à Oksana. Alors, je ne sais pas, je n'utilise pas le terme exil pour moi-même parce que je suis partie de ma plein gré. Et alors, c'était mon choix et je voulais étudier. Alors, je suis restée aux États-Unis toujours. Mais peut-être que ce n'est pas tellement être perdu dans le monde occidental, c'est plutôt enrichi, je crois. Parce que tout le monde porte beaucoup de mémoire, et n'importe d'où est-ce qu'on vient. Alors, on vit toujours dans quelques réalités à la fois. Alors, ça c'est une condition humaine, peut-être. Et en ce cas, et aussi aux États-Unis, c'est plutôt différent parce que beaucoup de gens viennent des autres pays. Il y a beaucoup de diversité d'expériences. Et alors, je me sens, je suis accoutumée aux États-Unis. Merci beaucoup. Irina, est-ce que vous vous sentez être une fille à l'ouest, une fille européenne, et donc qui a le cœur peut-être à l'est, mais la tête à l'ouest? Oui, déjà, quand j'ai entendu la question, je me suis dit, mais non, mais moi j'ai grandi complètement à l'est, et après je me suis dit, mais non, mais espérons qu'on continue à grandir. Enfin, pas physiquement, pas en largeur, mais quand même toute la vie.
Et du coup, voilà. Et sinon, c'est quand même fou parce qu'en même temps, on parle d'un tout petit espace géographique. Et voilà, Oksana, elle est quand même un peu plus loin qu'en Europe. Mais nous, voilà, moi, je viens de rentrer de Roumanie. J'y étais il y a 10 jours. Bon, bah, ok, là, je suis allée en voiture avec une petite voiture un peu vieille, mais et ça prend un peu plus de temps qu'un avion, mais ça reste quand même la porte d'à côté. C'est pas non plus... c'est vrai, on regarde dans un tout petit espace et on se pose cette question tout le temps de... Et bon, évidemment que je ressens un peu des différences climatiques, on va dire, parce que c'est pas la même lumière à l'est, et c'est voilà, c'est plus continental, c'est un peu différent. En tout cas, vraiment à l'est, hein, pas en Croatie, mais en Roumanie, c'est encore autre chose, mais en même temps, c'est quand même une idée qu'on a avec cet est et l'ouest, quand même très construite par l'histoire, et encore une fois, pardon, mais aussi l'histoire est construite par les hommes, comme Oksana vient de le dire. Donc, moi, j'ai pas cette départisation, j'ai pas ce découplement dans ma tête comme ça, ni dans mon cœur. Et c'est un espèce de mélange comme ça. Je peux remettre de la crème fraîche aussi. Merci beaucoup. Sonia, vous aurez le mot de la fin. En quoi vous êtes une femme à l'Ouest ? Alors, quand on parlait de ce recueil, au fait, juste pour un petit peu expliquer le titre, enfin le sous-titre Femme à l'Ouest, c'est qu'au moment où c'était le titre de travail Fille de l'Est, et moi je trouvais vraiment que ça, on avait l'impression que c'était une catégorie de sites porno, enfin, et que ça faisait genre Fille de l'Est, et je me disais non mais il faut quelque chose, il faut un sous-titre, et puis c'était une blague au départ, Femme à l'Ouest, voilà, c'est donc... là, je rejoins vraiment Irina. Je pense que les identités de chacune, de chacun, sont beaucoup plus complexes que dans les visions binaires, noir, blanc, homme, femme, et que je pense que mon identité est un hybride de ces enfances dans les Balkans, à l'Est qui est au Sud, et de cet âge, on va dire, pas vraiment adulte, mais en tout cas sur les papiers, adulte en France, mais aussi de mon enfance, que j'ai eu le privilège de vivre en Afrique subsaharienne, et de tous les livres que j'ai lus, et de tous les films que j'ai vus, et de toutes les musiques que j'ai écoutées, et qu'elle n'est pas aussi binaire. Pour le titre, ça aurait fait un trop long titre, donc il fallait être plus schématique. Mais je pense qu'on est aussi une multitude, et qu'on ne se définit pas dans cette binarité Est-Ouest, l'un ou l'autre, qu'on est l'un et l'autre, et plein d'autres choses encore, avec de la crème fraîche. Merci beaucoup mesdames pour cette leçon d'orientation, on va dire réconciliée. Je rappelle vos livres: Irina Teodorescu, ni poète ni animal. Vous avez bien sûr Sonia Ristich, triptyque en ré mineur. Et puis vous avez Oksana Lucichena avec Persephone Blues. Vous retrouverez... C'est en anglais, oui, elle a eu la gentillesse d'en amener quelques-uns, donc n'hésitez pas à pouvoir lui poser la question. Je rappelle aussi donc ce recueil, ce collectif Filles de l'Est, Femmes à l'Ouest, sous la direction d'Elisabeth Lest, aux éditions Intervalle. Vous y retrouvez Sonia et puis bien sûr Irina, ainsi que Katrina, voilà, que vous entendrez cet après-midi. Merci de votre écoute active. Merci beaucoup.